toutes et à tous, vous ne le savez peut-être pas, je ne suis que journaliste, je ne suis pas scientifique, contrairement à beaucoup d'entre vous. Et je voudrais, pour commencer ces rencontres internationales, vous témoigner toute ma gratitude de journaliste et de citoyen à celles et ceux, et j'en ai interviewé beaucoup pour préparer ces rencontres, qui consacrent leur vie professionnelle à décrypter les polluants de l'air et leurs effets sur la santé et à tenter d'alerter, pas toujours de façon très efficace, les politiques qui nous gouvernent sur les dangers qui nous menacent. Donc, à nouveau, toute ma gratitude. Pour ne pas perdre de temps, je voudrais qu'on commence tout de suite les interventions des officiels. Et j'appelle à la tribune Agnès Langevin, vice-présidente de la région et présidente d'Atmo Occitanie. Ils sont branchés ? Oui. Ça marche. Bonjour à toutes et tous. C'est à double titre que j'ai vraiment l'immense plaisir de vous accueillir ici à l'hôtel de région de l'Occitanie à Toulouse. Donc au titre de ma vice-présidence en charge du climat, de l'air, de l'énergie. Bon, ça c'est la compétence évidemment dévolue aux régions. Et j'ai plus particulièrement la charge de mettre en œuvre le pacte vert, le Green Deal, c'est-à-dire la mise en cohérence de l'ensemble de nos politiques sectorielles au regard des enjeux, bien sûr, du climat, au regard des enjeux des émissions de gaz à effet de serre et au regard des enjeux de biodiversité pour préserver le vivant. Une région Occitanie qui s'est engagée dès 2016 dans un exercice de planification qui vise la neutralité carbone, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique. C'est notre feuille de route région à énergie positive qui vise à produire de l'énergie renouvelable, mais aussi à engager une trajectoire de sobriété et d'efficacité énergétique et donc de pouvoir réduire pour tous les secteurs les émissions de gaz à effet de serre. Une région fortement impliquée et la présidente Carole Delga en fait un axe fort, une priorité du mandat pour développer l'ensemble des mobilités, en particulier le ferroviaire, avec des budgets très importants mobilisés, y compris pour la réouverture de lignes d'équilibre et pour des tarifications qui ouvrent la gratuité d'usage pour les jeunes, notamment de 12 à 26 ans, mais aussi des politiques tarifaires très attractives. Et enfin, une région très engagée pour la transformation agroécologique. On sait le secteur agricole fortement émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi évidemment de pesticides. En tout cas, même si nous sommes une région très bio, nous mettons en œuvre des politiques d'accompagnement. Je dis ça parce que ça ne nous a pas échappé que la mobilisation agricole est partie de quelques kilomètres d'ici en Occitanie. Bien sûr, la région Occitanie, partenaire d'Atmo, avec une convention de financement pour améliorer le maillage de mesures de la qualité de l'air en Occitanie et des protocoles, là aussi, plutôt pionniers en matière de mesures de pesticides dans l'air. Voilà, là, je vais passer à la casquette de ma présidence d'Atmo Occitanie. J'en profite pour vraiment saluer toutes les équipes d'Atmo qui ont travaillé vraiment très durement pour que ces rencontres soient un grand succès. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir avec Catherine Hervieux, qui interviendra juste, je te cherchais après moi, qui préside Atmo France pour cette troisième édition. Beaucoup d'entre vous ont peut-être participé aux éditions précédentes et du coup, il s'agit pour nous de faire un point d'étape de là où nous en sommes dans cette politique qui est parfois le parent pauvre d'amélioration de la qualité de l'air.
Les connaissances scientifiques progressent. L'OMS, représentée par vous, Maria Neira, et je vous remercie très chaleureusement pour votre participation. C'est un grand honneur pour nous. Vous nous rappellerez les enjeux sanitaires et les baisses d'émissions polluantes que nous devons atteindre si nous voulons préserver durablement notre santé et réduire notre impact climatique. Des évolutions réglementaires majeures sont attendues au niveau européen dans quelques semaines. Une nouvelle directive européenne sur l'air ambiant va être adoptée. Nous espérons qu'elle soit bien sûr à la hauteur des enjeux sanitaires et surtout des attentes des citoyens qui placent cette question comme leur première préoccupation en termes de santé environnementale. Que savons-nous des pesticides ou des perturbateurs endocriniens dans l'air? Nous en respirons quotidiennement. Est-ce problématique d'un point de vue sanitaire et environnemental? Bon, la réponse est dans la question. Comment, du niveau mondial au niveau local, appréhendons-nous l'ambition ou le devoir de garantir une égalité des citoyens vis-à-vis de la qualité de l'air qu'ils respirent? Donc une question aussi d'équité, de justice sociale. C'est là qu'interviennent bien sûr les associations de surveillance de qualité de l'air, donc les ASQA, qui sont tout entières guidées par l'article 1er de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, promulguée en 1996 par Madame Corinne Lepage, alors ministre de l'Environnement, et qui nous fait l'honneur d'être le grand témoin de cette première journée. Je ne sais pas si elle est arrivée, mais elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Je la saluerai avec beaucoup d'amitié. Donc, cette loi, bien sûr, définit un engagement, celui qui donne à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. C'est le fondement des associations. Surveiller, prévoir, informer en toute indépendance et transparence. Ça, c'est l'ADN d'Atmo, hein, l'indépendance et la transparence. Nous savons aujourd'hui que la pollution atmosphérique à des concentrations peu élevées a un impact sur la santé. Les moyens de surveillance sur les exigences réglementaires centrées plus particulièrement sur les zones à forte densité de population devront probablement être renforcés sur des territoires moins urbains. Comment allons-nous appréhender ces nouvelles exigences? Nous avons agi, mais est-ce suffisant? Avons-nous pris en compte les enjeux qualité de l'air avec la même conviction et la même force, j'ai envie de dire, que celle déployée sur l'amélioration et le contrôle de la qualité de l'eau ou de la qualité alimentaire? La pollution atmosphérique, les derniers chiffres s'en font toujours l'écho, tue. Et elle tue d'abord les plus fragiles, les enfants, les femmes. Enfin, elle accélère la morbidité donc des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades et de nous-mêmes, puisque il y a quand même des situations où nous serons peut-être à des étapes de notre vie en situation de vulnérabilité. Elle tue également les plus déclassés socialement. C'est flagrant de par le monde, comme le rappelle l'OMS. Ça l'est aussi dans nos territoires. Et nous le verrons au cours de ces rencontres à travers les travaux menés par nos associations de surveillance de la qualité de l'air, en partenariat avec les observatoires régionaux de santé, notamment sur l'aire toulousaine. Donc vous aurez la présentation d'une dernière étude très importante qui a été menée sur l'aire toulousaine. Je le disais préalablement, le législateur a créé des structures indépendantes au statut associatif dans lesquelles l'État, les collectivités, les représentants des activités économiques et les associations et personnalités qualifiées sont présentes et représentées. C'est une originalité dans la gouvernance et le financement des associations, et c'est grâce à cet équilibre que finalement le modèle économique peut permettre cette garantie de transparence et d'objectivité scientifique.
Le législateur, vous le savez, a affirmé le principe du pollueur-payeur. Les industriels dont les activités ont un impact sur la pollution de l'air contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l'air et à l'évaluation des actions qu'ils mettent en œuvre pour réduire leur impact. Pour autant, évidemment, les progrès effectués par les activités industrielles nous amènent à réfléchir d'autres modalités de financement. C'est toujours un peu les trajectoires des fiscalités incitatives. Une fois que les objectifs sont en passe d'être atteints, il faut essayer de trouver de nouveaux mécanismes de financement de ces associations. Et aujourd'hui, effectivement, les enjeux portent aussi beaucoup, j'ai envie de dire, sur le transport automobile, les croisières maritimes, les dispositifs de chauffage, de climatisation et bien sûr, je le rappelais tout à l'heure, de l'agriculture. Donc évidemment, en lien avec l'ensemble des collectivités locales, territoriales, c'est comment on va collectivement accompagner tous ces secteurs d'activité et pouvoir mesurer évidemment les progrès et l'impact des politiques publiques que nous avons engagées. Les moyens alloués à la surveillance de la qualité de l'air en France sont tout budget confondu de l'ordre d'un peu moins de 1 euro par an et par habitant. Donc on voit que c'est un budget encore peut-être en deçà des enjeux de l'action, pour produire l'ensemble des mesures de l'État, bien sûr français, mais aussi du reporting que l'État doit restituer à l'Europe. Donc, on le verra tout au long, évidemment, du programme et des ateliers. Les associations se mobilisent pour à la fois sensibiliser, interpeller les acteurs locaux sur les enjeux de santé publique, pour localiser des populations les plus exposées, pour nous permettre de mettre en place non seulement des politiques publiques d'atténuation, mais aussi comment intégrer bien en amont, notamment dans nos politiques d'aménagement du territoire, ces questions d'exposition de la population. Voilà, et puis bien sûr, comment on mesure, comment on évalue les progrès effectués en termes de mesures et en termes de nouveaux enjeux. Je vais évidemment conclure par des remerciements. Donc, évidemment, remercier les équipes d'Atmo Occitanie, d'Atmo France, de l'INERIS, qui est partenaire donc de ces rencontres. Remercier Toulouse Métropole, Montpellier Métropole, Occitanie Europe pour leur contribution à l'événement, l'ensemble des membres du comité d'organisation, Santé publique France, l'Agence régionale de santé Occitanie, l'Adréal Occitanie, le Centre régional d'études d'action et d'information de l'Observatoire régional de la santé Occitanie. Et le moment est venu de vous souhaiter d'excellentes rencontres, des moments d'échange, mais aussi de convivialité lors de ces 2 journées ici en Occitanie, à Toulouse. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. D'une présidente de l'autre, nous accueillons maintenant Catherine Hervieux, la présidente d'Atmos France, la fédération des Atmos françaises. Bonjour toutes et tous. Alors tout d'abord, merci à la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée pour l'accueil de ces 3e rencontres internationales Air et Santé. Merci à Carole Delga, présidente de la région, qui a été représentée donc par Agnès Langevin tout de suite. Je voulais, en préambule à ces rencontres, évoquer cette tribune qui est parue dans Le Monde hier, qui s'intitule « Pour un GIEC de la pollution chimique ». Cette tribune met l'accent sur les besoins urgents de connaissance de cette pollution sur les aliments, les sols et l'air, sachant qu'effectivement, les connaissances sur l'eau sont mieux renseignées. Ce type de tribune participe à l'appropriation de ces sujets sensibles qui nous rassemblent aujourd'hui. Et cette tribune par Le Monde, elle peut être aussi
appréhender, permettre cette appréhension par le grand public. Et ça, c'est très important. Nous savons que c'est aussi cette action-là que nous devons porter. Dire la fierté d'Atmo France d'avoir organisé avec Atmo Occitanie et l'INERIS ces rencontres qui nous permettent de sortir de nos couloirs et de nos pensées en silo pour un partage de connaissances à partir de nos expertises respectives. Si on sait l'impact de la pollution de l'air sur la santé, beaucoup, mais vraiment beaucoup, reste à faire pour sa prise en compte dans les politiques publiques. C'est effectivement cela qui nous rassemble aujourd'hui. Ces rencontres sont donc indispensables pour la connaissance partagée sur la science et l'expertise. C'est nécessaire pour embarquer les acteurs des territoires, des collectivités, les acteurs nationaux et internationaux. Il y a aussi le contexte de la nouvelle directive sur l'air ambiant qui est en cours de finalisation avec enfin la prise en compte des nouvelles valeurs guides de l'OMS. Cette nouvelle directive sera-t-elle à la hauteur des enjeux santé publique liés à la pollution de l'air? Ces rencontres auxquelles nous participons aujourd'hui peuvent-elles peser sur sa finalisation? En tout cas, chacun à notre façon, nous y contribuons. Redire aussi que la transition énergétique doit prendre en compte la qualité de l'air et donc de notre santé. En France, comme partout ailleurs, les actions mises en œuvre doivent conjuguer air, climat, énergie et santé. C'est ce que portent les ASCA avec toute leur expertise rigoureuse. Vous le savez, les ASCA sont fédérées au sein d'Atmo France. Elles reposent sur un modèle original avec une gouvernance quadripartite et des financements diversifiés. Elles sont des tiers de confiance pour l'ensemble des acteurs grâce à leurs données de référence et leur expertise et leur indépendance. Agnès a très bien posé l'univers formidable des ASCA dont Atmo France se fait le relais. Le programme de ces 2 journées est dense. Il permet d'aborder le sujet complexe des liens entre changement climatique, pollution de l'air et leur impact sur la santé. On va parler aussi de ces polluants pas encore réglementés délétères pour la santé, liste non exhaustive pesticides, perturbateurs endocriniens, black carbone, PUF, etc. Cela doit conduire à des actions fortes en termes de santé publique, de prévention. Là, on a un énorme sujet. Nous allons y contribuer avec ces 3e rencontres, qui ne seront évidemment pas les dernières. Nous commençons déjà à réfléchir aux prochaines, et c'est dire l'importance du sujet. Et donc, je vous souhaite de très belles rencontres à toutes et tous, et merci de votre participation. Merci Catherine Hervieux. Du national au local, j'ai le plaisir d'accueillir François Chollet, le vice-président de la métropole où il se passe beaucoup de choses en matière de prévention. Mesdames les présidentes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Au nom de Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et aussi ses sincères félicitations pour l'organisation de cette 3e édition des rencontres internationales Air Santé. Je tiens à saluer chaleureusement Atmo Occitanie, connu pour son travail remarquable à nos côtés, et vous remercier pour l'invitation qui a été faite à Toulouse Métropole à participer à ce sommet de haut niveau. J'allais dire que l'indépendance et la transparence d'Atmo qui a été évoquée nous permettent de bénéficier en toute confiance de ces conseils et je l'en félicite. Alors je fais partie d'une équipe métropolitaine résolument tournée, vous l'avez dit monsieur, vers la transition écologique avec des objectifs de décarbonation importants, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 malgré l'augmentation très régulière de la population qui est chez nous. Et si vous vous promenez dans Toulouse, vous verrez le nombre de travaux. D'abord, il y a beaucoup de vélos. Ensuite, il y a les travaux du métro. Il y a des travaux sur les transports en commun qui vont dans ce sens et qui attestent de cette volonté. Métropole tournée aussi vers la santé et vers la qualité de l'air qui nous amène aujourd'hui. Et force est de constater que la qualité de l'air s'améliore sur la métropole toulousaine aujourd'hui. Ce n'est pas une fin,
mais c'est quand même un élément important. Il y a moins de NOx, moins de PM10, moins de PM2,5, et puis des résultats sanitaires qui sont en fonction sur une période de 10 ans. Du chemin reste à faire, mais ces éléments-là sont importants pour les décideurs politiques. Ils sont importants aussi pour la population parce que ça montre que ça marche et que les actions publiques qui sont promues se concrétisent et ont une efficacité. La diminution de la part modale de la voiture que nous voyons depuis plusieurs points, depuis 10 ans, le fait qu'il y a plus de piétons, il y a plus de vélos, et donc la part de la voiture en ville se limite. La ZFE, dont il est peut-être un peu tôt pour présager des résultats, mais qui fonctionne ici depuis avril 2022. La politique air-bois, avec la préférence aux centrales biomasse par rapport aux foyers ouverts, bien entendu. Tout ceci, ce sont des éléments qui vont dans ce sens et confortent les résultats que vous nous présentez et qui sont des résultats majeurs. Encore une fois, ce concret est majeur pour la population. Il est majeur pour les élus, mais il est majeur aussi pour la population. Puis la qualité de l'air, c'est une préoccupation essentielle de nos concitoyens. Ils nous le disent très clairement, qu'il s'agisse d'adultes, d'enfants, de seniors. Cette demande est d'ailleurs de plus en plus forte au fil du temps, pour l'air extérieur, bien sûr, pour l'air intérieur, avec une approche individuelle. On veut savoir si l'air est bon devant sa porte, dans sa rue, dans son quartier, plus que sur le territoire de la métropole. Et il y a une sensibilité très particulière des personnes aux annonces qui sont faites, qu'elles soient positives ou qu'elles soient plus inquiétantes. Donc merci à tous pour ce travail réalisé. C'est un rôle majeur car c'est un juge de paix dont la parole est indépendante et scrutée. Et les décideurs publics ont clairement besoin d'un avis neutre et compétent qui permette d'argumenter les décisions. Et puis, je dirais, cette association avec la santé publique que vous développez nous paraît essentielle, avec des résultats en nombre de vies sauvées, des maladies évitées. Je pense que ça aussi, ça parle aux gens. Et dans la publicité qui doit être faite aux travaux de cette assemblée scientifique ici, je pense qu'il ne faut pas oublier ceci, c'est que nous parlons à des gens et ces éléments très concrets sont très, très, très importants. Et puis ce congrès, c'est aussi pour nous l'occasion de vous interroger sur les questions qui restent, vos méthodes, cette balance entre mesures et modèles qui est parfois pour nous difficile à suivre, la constance dans le temps des méthodes d'évaluation qui peuvent changer et mettre parfois en difficulté les collectivités, cette nécessité de prospective, et c'est sûrement l'objet de un des principaux objets de ce congrès aujourd'hui, les polluants futurs, avec une référence à la science indispensable dont vous êtes les garants, et aussi, et je le rajoute, un niveau de preuve, cette notion de niveau de preuve dont nous avons besoin, nous, en termes politiques. On ne peut pas agir de façon équivalente si la preuve est absolue ou si le niveau de preuve est plus ténu. Ça a été fait dans le champ du médicament avec les niveaux ABC. Je pense qu'il y a une attente de la part des politiques là-dessus. Et puis, c'est sûr que les élus doivent se référer aux normes, c'est une nécessité. Ils ont également besoin aussi d'anticiper l'évolution des normes pour pouvoir les appliquer. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Enfin, dernier point sur lequel je me permets d'insister, c'est indispensable de continuer de réfléchir à la façon d'associer au mieux le citoyen à ces différentes mesures et contraintes. C'est parfois compliqué d'expliquer, mais il faut, comme vous le faites, continuer de le faire. Et l'expérience de la mise en place de la ZFE, pour nous, a concrétisé, j'allais dire presque dramatiquement, cet aspect qui sera majeur pour toute mesure à venir. Merci à toutes et tous de votre participation. Et puis moi aussi, je formule des vœux très sincères pour le succès de ces rencontres au cœur de la qualité de l'air et de la santé publique. Merci beaucoup. Merci François Chollet. Claire Colomb-Pitola, pardonnez-moi. Vous êtes députée des Bouches-du-Rhône et présidente du CNA, Conseil national de l'air. Expliquez-nous, rappelez-nous ce qu'est le CNA, quelles sont ses missions et de quels moyens disposez-vous? Merci beaucoup.
Madame la vice-présidente de région, Monsieur le vice-président de la métropole, Madame la présidente d'Atmo France, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. C'est tout d'abord un plaisir et un honneur pour moi d'intervenir à l'occasion de ces 3e rencontres internationales Air et Santé, en tant que présidente du Conseil national de l'air. Je voudrais remercier l'ensemble des participants, et tout particulièrement l'INIERIS, Atmo France et Atmo Occitanie, pour l'organisation de ces rencontres. Je remercie également la région Occitanie pour son accueil à Toulouse. J'ai eu l'occasion d'étudier à Toulouse et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Au-delà de mon attachement pour cette ville, je trouve que la tenue de cet événement en région traduit la nécessaire prise en compte des réalités locales de nos réflexions relatives à l'environnement et à la santé. La pollution de l'air n'est pas relative qu'à l'environnement, ce n'est pas qu'une menace environnementale, c'est une crise sanitaire. L'OMS donc l'explique bien, c'est plus de 7 millions de décès prématurés chaque année. C'est aussi un enjeu social. Si plus de 9 personnes sur 10 respirent aujourd'hui un air pollué, ce sont bien les populations les plus fragiles socialement qui en souffrent le plus. On a différentes maladies qui sont liées à la pollution de l'air, et je vous en citerai quelques-unes. Les maladies respiratoires, l'asthme, bronchite chronique. Il y a les maladies cardiaques, et on sait quelles sont les principales causes de décès dans le monde. Les maladies neurologiques, comme les maladies d'Alzheimer. Mais je pense que vous aurez d'autres détails sur d'autres complications de santé. Ce qu'on voit, c'est que l'impact de la santé est global, l'impact de l'air sur la santé est global, et qui touche divers systèmes du corps. Il contribue donc à une gamme étendue de problèmes de santé, et donc nous devons apporter une réponse tout aussi étendue. La réponse étendue, elle s'exprime en fait dans tout ce qu'on voit dans notre quotidien. La pollution de l'air va toucher l'école, les transports, le logement, le chauffage. Elle va toucher notre vie professionnelle avec les environnements clos, le secteur agricole, vous a été dit, le secteur industriel et d'autres. C'est donc une action qui doit s'inscrire à tous les échelons, les collectivités territoriales, l'échelon national, mais aussi l'échelon européen. Pour tout ça, nous avons des normes. Mais nous devons maintenant aussi aller au-delà, via les COP, et saisir l'opportunité de la COP 28, qui a lancé pour la première fois l'inscription à l'agenda officiel la santé. C'est dans cette logique que j'essaye, au sein du Conseil national de l'air, de poursuivre son action. Et donc je viens maintenant à l'explication de ce qu'est le Conseil national de l'air. C'est une instance de concertation et de proposition qui a été créée par la loi Lepage en 1998. Je saluerai également la ministre qui sera présente à nos côtés. Il compte une 50aine de membres. Il réunit en son sein des experts, des représentants de l'État, des collectivités, des élus, des associations, des syndicats et des organisations professionnelles. L'objectif est que ces décisions et ces avis soient au plus près du terrain et des parties concernées. C'est un modèle qui fonctionne bien et nous sommes aujourd'hui identifiés régulièrement, sollicités par les pouvoirs publics. Je vous le disais, je veux que le CNA poursuive cette logique d'une action toujours plus globale. Et donc à l'échelon des territoires, je vais vous citer un exemple, je souhaite que le CNA puisse apporter ses compétences aux enjeux locaux. Et donc je mets en place des conseils nationaux de l'air hors les murs, où donc nous allons à la rencontre des territoires. Le premier aura lieu à Marseille en avril, ça m'était tout simplement plus facile parce que je suis élue à Marseille, mais je souhaite rapidement venir dans d'autres régions et je l'espère en région Occitanie. C'est l'occasion vraiment de parler de la spécificité des territoires. Donc à Marseille, forcément, nous parlons de pollution portuaire. Et je tiens à saluer la volonté d'Isabella Aunesi-Maezano sur le sujet. Et donc je serais ravie qu'elle puisse venir en avril à Marseille. Mais ici, à Toulouse, ce sera l'occasion justement de voir cette étude et de se pencher sur cette étude de l'air toulousain. À l'échelon national, nous poursuivons les propositions et avis sur des lois, sur des décrets, sur différents plans nationaux. Et par exemple, sur la prochaine plénière, nous aborderons les enjeux des enceintes ferroviaires. Il y a eu pas mal de médiatisation ces derniers temps sur l'air dans les métros. Et c'est vrai que nous avons besoin de recommandations claires sur des polluants qu'on sait surveiller à l'air extérieur et où on n'a pas forcément de cadre normé à l'intérieur. Au niveau européen, nous avons à cœur d'influer sur la révision de la directive sur l'air, qui a été plusieurs fois citée. Et je veux saluer ici le travail des Atmo, qui élaborent un indice de qualité de l'air qui soit toujours plus adapté aux enjeux sanitaires.
Donc nous avons à cœur au sein du Conseil national de l'air de pouvoir justement influer sur cette directive européenne, mais aussi ensuite sur sa transcription en droit français, pour que ce soit le savoir-faire français qui soit vraiment mis à l'honneur. Il est sans équivalent en Europe. Au-delà, je vous le disais, c'est au niveau mondial, au travers des COP, que nous devons influer maintenant. Ça paraît peut-être évident pour les scientifiques qui sont dans cette salle. La démarche scientifique ne connaît pas de frontières, mais il faut que politiquement, nous nous inscrivions aussi dans cette dynamique. Et c'est l'objet de ma présence ce matin, d'échanger avec vous, les scientifiques, car tout ce qui précède, en fait, relève de la science. Et pour bâtir des nouvelles normes, nous en avons besoin. Nous avons besoin de seuils, nous avons besoin de valeurs toxicologiques de référence, nous avons besoin de recommandations et qui émanent toutes d'un consensus scientifique. Donc vous l'aurez compris, j'ai des attentes un peu égoïstes de ces rencontres, qu'elles me permettent d'alimenter les travaux du Conseil national de l'air, mais aussi les travaux parlementaires auxquels je fais face en tant que députée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la députée. Le commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, devait être parmi nous. Hélas, hasard du calendrier, font que c'est aujourd'hui que la Commission européenne propose ses nouveaux objectifs d'abattement d'émissions de gaz à effet de serre à 2040. Donc, M. Sinkevicius ne sera pas avec nous, mais il nous a fait une petite vidéo que je vous propose de découvrir maintenant. 2 years ago. Bien situer le fait qu'il n'y a pas de niveau de sécurité. Et il y a effectivement des millions de citoyens qui meurent dans l'année en raison de problèmes liés à l'environnement et de pollution de l'air avec de l'asthme, des cancers pulmonaires et des problèmes cardiologiques également. Donc, des améliorations ont été connues depuis 2005 puisque nous avons effectivement réduit certains polluants dans l'atmosphère. Et pour prendre un seul exemple, au cours des 20 dernières années, les morts prématurées liées à certains de ces polluants ont chuté de 45%. Donc ce sont des améliorations qui restent maigres, mais toutefois la pollution de l'air reste effectivement la menace principale de notre santé. C'est donc notre devoir de travailler là-dessus. Et notre objectif est simple. On va travailler sur un meilleur air d'ici 2030 et zéro pollution de l'air d'ici 2050. Nous sommes engagés vers cet objectif et c'est pour ça que nous proposons de réviser les directives sur la qualité de l'air avec donc l'objectif de zéro pollution. Et ainsi, nous allons travailler avec les recommandations de l'OMS. Et nous sommes également à la recherche d'informations plus fiables sur la qualité de l'air en améliorant par exemple le réseau de contrôle. Il nous faut des informations sur les polluants qui existent, y compris les nouveaux polluants. Et nous devons préparer de nouveaux plans pour la qualité de l'air en travaillant aussi avec les citoyens et pour qu'ils soient informés des effets de ces polluants. Donc ce sont de nouveaux droits pour les citoyens, mais aussi le droit à réclamer des indemnités. Il faut donc s'adapter effectivement à ces nouvelles modalités pour améliorer l'air et la santé de nos citoyens. Donc les discussions sur ces propositions sont en cours. Il y a bien sûr encore des visions qui n'ont pas encore été débattues là-dessus, mais plus on attend et plus le coût en vie sera important. Donc nous devons vraiment faire des efforts significatifs pour diminuer la pollution et nous sommes tout à fait engagés là-dessus et nous allons soutenir tous les efforts pour le changement, que ce soit dans l'énergie, dans les transports, dans l'industrie, dans l'agriculture et nous allons donc maintenir cet engagement au niveau à la fois local et régional dans l'Union européenne et au niveau des États membres. Et donc nous avons tous les ans 300 000 citoyens qui meurent. C'est donc vraiment une question de vie et de mort. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici. L'air pur, l'air propre doit être celui qui prévaut dans toute l'Europe. Voilà notre objectif. Clean air for all over Europe. That's the goal we need to achieve. Merci, Monsieur le Commissaire européen, et j'espère que votre ambition d'abattre de 90% les émissions de gaz à effet de serre européennes en 2040 seront validées et que nous y arriverons. Marianne Hérin, vous dirigez le département de santé publique de l'Organisation mondiale pour la santé. Vous allez nous dire ce que vous attendez de ces 3e RIAS.
Autant que représentant de la santé publique, mes attentes sont toujours énormément élevées et ambitieuses. Bonjour à tout le monde. J'ose pas aller dans tous les protocoles parce que je les connais pas très bien, mais je m'adresse au président des ADMO Occitanie, ADMO France, les élus, les présidentes, toutes les autorités. Et en réalité, je m'adresse à tous ceux qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose pour respirer un air qui nous protège et pas un air qui nous tue. Puisque j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure, je vais seulement rappeler les chiffres qui nous sont amenés ici. Il y a chaque année 7 millions de morts prématurées cause parce que la qualité de l'air qu'on respire est en train de nous tuer. Je crois que ça, c'est pas parce qu'on la répète très souvent que c'est un chiffre qui doit maintenant devenir banal et qu'on s'habitue. 300 000 Européens chaque année qui meurent aussi avec des maladies, des fois très chroniques, qui coûtent aussi beaucoup au système sanitaire. Donc on doit penser aussi à ces coûts sanitaires importants, pas seulement les vies, les maladies chroniques, mais aussi les systèmes sanitaires qui payent déjà un prix. Mais surtout, les prix de la pollution de l'air est payé par nos poumons, notre santé. Et ça, c'est le message qu'on va essayer de faire passer aujourd'hui. Merci, je vous parlerai tout à l'heure à nouveau. Merci beaucoup. Vous nous parlez tout de suite d'ailleurs. Votre vision est très importante pour nous, donc Merci. Vous allez nous raconter comment, à partir des nouvelles connaissances... Oui, vous restez là. Comment, à partir des nouvelles connaissances scientifiques, on arrive à formuler de nouvelles recommandations. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Encore une fois, c'est pour nous, pour l'OMS, un grand plaisir de voir les commissaires ouvrir sa présentation en disant d'après l'OMS, de vous écouter dans toutes les personnes, les grandes autorités qui m'ont précédé, ouvrir aussi en mentionnant les qualités de l'air de l'OMS. C'est un énorme privilège pour nous et c'est sûr que ça nous rassure aussi qu'on est en train de toucher quelque chose qui est fondamental par la santé publique. Je voudrais partager avec vous surtout une vision des stratégies et des tactiques, parce qu'effectivement, les côtés scientifiques, vous allez avoir des gens très, très compétents. J'ai vu les programmes, donc je ne vais pas entrer dans les côtés scientifiques, je vais plutôt voir comment, d'un point de vue scientifique, on peut avoir la meilleure stratégie et les meilleures tactiques pour mettre en place ces stratégies et à la fin arriver à quelque chose de positif. D'abord, quelqu'un m'a dit il y a quelques mois, un ministre d'un pays européen très compétent et qui partageait les mêmes inquiétudes que nous, il m'a dit « Maria, il n'y a pas de gloire dans la prévention ». Et malheureusement, c'est un peu vrai, il n'y a pas de gloire dans la prévention, mais on va changer ça. Et à la fin de cette journée, enfin ces journées et d'autres événements qui se passent en ce moment, j'espère qu'on va tous arriver à dire oui, il y a plein de gloires, il y a plein de bénéfices de faire la prévention. Et c'est pour ça qu'on doit définir de nouvelles tactiques pour faire ça. Comme je vous disais, on est où? On est avec des poumons qui sont roses. C'est en couleur rose. Ça, c'est une tactique de marketing un peu journalistique pour m'assurer que vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit. Nos poumons, ils sont de couleurs très sympas. Et c'est une rose pâle. Je ne sais pas si vous avez vu l'opportunité de les voir en direct. Moi, en tant que médecin, je les ai vus. Vous ouvrez, c'est rose, les poumons normaux. On arrive maintenant à voir des poumons des gens de 17 ans, des jeunes de 17 ans qui n'ont jamais fumé et qui ont des poumons complètement noirs. Est-ce que c'est une question de couleur? Non, c'est une question de que ces poumons qui sont noirs quand on a 17 ans et qu'on n'a pas fumé sont des poumons qui vont développer avec beaucoup de probabilité un cancer de poumon, qui vont développer des maladies chroniques respiratoires, qui vont développer d'autres problèmes qui, pour cette personne, ça va peut-être même lui coûter la vie. Donc les couleurs roses doivent être aussi notre objectif. On va essayer de récupérer des poumons qui vont être roses et voir la vie en rose. En France, on peut faire dans d'autres langues, ça passe pas. Non, on peut pas dire life in pink. Non, mais en français, la vie en rose. Donc on va essayer. Notre slogan, ça va être la vie en rose. La deuxième chose, c'est que au moment qu'on parle, il y a quelques jours, il y a une femme extraordinaire à Londres qui a reçu des excuses du maire de Londres en disant
la mort de votre fille, quelque part, c'est nos responsabilités, parce qu'à Londres, il y avait des niveaux de pollution terribles quand votre fille est morte, des crises d'asthme très importantes, très particulièrement difficiles à soigner. Mais à chaque fois qu'on soignait cette petite de 9 ans appelée Ella Kisizebra, les médecins y faisaient de son mieux, il l'a ressuscité presque pour l'envoyer après respirer à la maison, dans la rue où elle vivait, les mêmes airs pollués qui étaient en train de causer. Il n'y a pas de doute sur ça, et ils sont arrivés même à changer la loi. Cette petite, dans son certificat de défuntion, maintenant ils disent la cause de la défuntion, c'était la mauvaise qualité de l'air, donc la pollution de l'air, et elle est morte de cet épisode d'asthme. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on a ça. Donc, pour vous dire qu'une des questions sur lesquelles on doit lutter aussi, c'est la législation. On est à 2024 et on doit encore lutter pour avoir le droit à respirer de l'air qui ne nous tue pas. Vous imaginez la même chose pour la qualité de l'eau? Vous imaginez en France être obligé de faire des grandes réunions pour convaincre ceux qui sont des preneurs de décisions qu'il faut boire de l'eau qui ne soit pas polluée, qui ne soit pas contaminée, qui ne soit pas responsable des 300 000 morts par an en Europe. On n'arrive même pas à l'imaginer. Pourtant, je ne vois pas la différence. Les droits à la qualité de l'eau, les droits à la qualité de l'air qu'on respire, ça nous tue. Et c'est ça où on doit essayer de changer les tactiques, comme je vous disais. Qu'est-ce qui se passe? Où on est à niveau international? La science est très puissante. Très puissante. Personne ne peut nous dire on ne peut pas avancer parce que la science n'est pas encore là, on n'a pas encore des arguments scientifiques. Ça, c'est clairement pas l'obstacle. On a plus de 70 000 articles scientifiques qui prouvent les connexions entre l'exposition à la pollution de l'air et toutes ces maladies que maintenant on voit énormément comment ils se remontent, et même des maladies neurologiques qu'on ne voyait pas avant. Vous savez qu'on dit qu'on fait tout pour que l'éducation de nos enfants soit au meilleur niveau, mais on les envoie à l'école. Et pendant qu'on les amène à l'école, on laisse la voiture en marche, et donc ils respirent des pollutions pendant qu'ils sont là. Donc on affecte déjà la possibilité d'avoir une bonne capacité intellectuelle, un bon développement neurologique. Et même les femmes enceintes, on a vu déjà ces particules PM 2.5 qui passe la barrière placentaire. Ça, c'est quelque chose qui devrait quand même nous faire réagir d'une façon beaucoup plus importante. Et là, messieurs les journalistes, j'ai une question pour vous et tous ceux qui travaillent dans la communication, dans les plaidoyers, tout ça. Comment c'est possible qu'on n'est pas dans les journaux tous les jours? Je veux dire, quand on a quelque chose qui tue 7 millions de personnes chaque année, qui tue en Europe 300 000, qui est responsable des maladies chroniques. Si vous mettez ensemble les morts du Covid, et ça je déteste de faire des comparations, c'est pas juste de faire des comparations de mortalité, mais quand même, des fois ça aide aussi. Chaque année, on a beaucoup plus de morts dues à la mauvaise qualité de l'air qu'on a parmi tous les autres maladies chroniques, des fois même ensemble. Alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir les headlines, enfin les nouveautés dans tous les journaux, qu'on n'est pas dans la première page de tous les journaux? On doit sûrement travailler sur la façon de comment on communique. Qu'est-ce qu'il nous faut communiquer pour que les gens se rendent compte que cette mauvaise qualité de l'air qu'ils respirent, ce n'est pas une question des environnementalistes, ce n'est pas une question des gens de Greenpeace, ce n'est pas une question des gens qui sont écolos. Non, c'est une question de santé. Donc, si on n'arrive pas à assurer pour nos citoyens un minimum de qualité de l'air qu'on respire, on est en train de faire quelque chose de mal et on communique très mal aussi. Alors, on va travailler sur les tactiques de communication. On va commencer à communiquer comme ils veulent nous écouter communiquer, en positif.
C'est sûr qu'on doit dire combien de morts il y a chaque année, mais on doit commencer aussi à dire combien de maladies on peut éviter, des maladies chroniques. Il faut parler un langage que les gens comprennent, et c'est pour ça que le cas d'Ella Kissidevre, cette petite Anglaise, a été tellement importante, parce que le mot asthme, c'est un mot qui touche beaucoup de gens. Les gens savent ce que c'est l'asthme. Ils savent l'angoisse quand on ne peut pas respirer. Des fois, je demande au public d'essayer de rester sans respirer 30 secondes. C'est angoissant. C'est angoissant. Alors, comment on peut accepter que les gens meurent d'asthme ou qu'ils souffrent des épisodes d'asthme parce que la qualité de l'air qu'on respire n'est pas à niveau de protéger leur santé? Alors, on va commencer à utiliser l'asthme, à utiliser les cancers. C'était la journée mondiale des cancers il y a 2 jours à peine, et vous avez vu qu'effectivement, il y a une augmentation, qu'on va avoir des cas de cancer qui augmentent énormément. Le côté positif, c'est qu'on peut prévenir. Et quand on dit on peut prévenir les cancers, on parle de réduire la consommation d'alcool, un peu dur dans certains cas, dans certains pays. On doit arrêter de fumer, c'est absolument inacceptable. On doit avoir une activité physique, on doit manger mieux. Et des fois, on oublie de dire qu'un des facteurs de risque les plus importants pour les cancers de poumon, c'est la pollution de l'air. Donc, il faut s'associer avec des gens qui luttent contre les cancers. Toutes ces associations, il faut faire des gros réseaux avec eux et travailler avec eux. Il faut communiquer en positif en donnant même des arguments économiques. Pourquoi économiques? Parce qu'il y a beaucoup à gagner de la prévention de la qualité de l'air. Il y a quelques semaines, on était à Dubaï, à la COP28, et heureusement, pour la première fois, à l'Organisation mondiale de la santé, on a eu la possibilité d'avoir une journée santé à l'intérieur de l'agenda de la COP. C'était quand même pour nous quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pas fait en un jour. Croyez-moi, on a travaillé pendant beaucoup années pour arriver à ça. Quel était notre message? Notre message était tous ces négociateurs, tous ces pays qui étaient représentés là, les héritiers de l'accord de Paris, la France a un rôle fondamental. On voulait leur rappeler, vous êtes en train de négocier sur les émissions de gaz à effet de serre, certes, vous êtes en train de voir combien on peut réduire ces émissions, mais n'oubliez pas que vous êtes en train de négocier sur notre santé. Parce que quand on se fixe tous ces délais de dire on va faire une transition à des énergies propres et on le fera d'ici 2050, on est en 2024. Combien de morts on va accepter entre 2024 et 2050? Ça, c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Si on est quelqu'un qui a des capacités de décision, je ne pourrais pas dormir. Quand on dit on va les faire en 2030, c'est très bien. Et qu'on va arriver à pollution zéro 2050, c'est très bien. Mais il y a plein de gens qui vont mourir entre-temps. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le fait qu'on a des deadlines, enfin des dates sur lesquelles on est fixé, ça nous fait nous relaxer? Moi, je voudrais mettre 2 mots dans cette discussion. Pour ces 2 jours, vous allez mélanger la science, la communication, la politique et comment on peut mettre tout ça ensemble. Je vous dirais seulement 2 mots. 1, ambition. 2, vitesse. On doit avoir l'ambition et rien ne doit être plus ambitieux que quand on travaille pour la santé publique. Quand on travaille pour les finances, le bien-être, c'est sûr qu'on doit être très ambitieux. Mais quand on travaille pour la santé publique, pour protéger la santé des gens, l'ambition ne doit pas avoir de limites. Donc, si on vous dit on va avoir pollution zéro 2050, sympa, réduite à 2040 minimum. Parce que ça fait 10 ans de différence, et ces 10 ans de différence, ils vont faire beaucoup de maladies chroniques, beaucoup de souffrances, et beaucoup aussi, évidemment, d'argent qui va aller dans la mauvaise direction. Donc, la COP28, je crois que cet argument santé a été probablement le plus puissant. Et on appelle l'argument santé pour faire plus dans la lutte contre les causes du changement climatique.
quand on fait la mitigation des changements climatiques, un des bénéfices les plus importants qu'on va avoir, c'est la réduction de la pollution de l'air. Quand on fait une transition à des énergies renouvelables, qu'on va multiplier par 3 d'après les accords de Dubaï, ça, c'est la santé qui va gagner. Le plus on accélère cette transition à des énergies renouvelables, des énergies solaires, des énergies renouvelables, vertes, le plus on aura des bénéfices pour la santé. Donc, effectivement, c'est une lutte, les changements climatiques et la pollution de l'air, pour nous, à l'OMS, il y a une superposition qui est très importante et on utilise cet argument de réduction des morts par la pollution de l'air pour accélérer cette mitigation des causes du changement climatique. L'autre moment important, à part la COP, comme je vous disais, c'est de nous associer avec des gens qui travaillent sur des maladies chroniques comme le cancer. L'autre réseau avec qui on a une opportunité politique énorme, c'est évidemment les parlementaires. On sait très bien ce qui est en jeu maintenant avec ces négociations, ces directives. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de plaidoyer. Il faut avoir tous ces arguments scientifiques bien en place et il faut utiliser toutes les possibilités pour convaincre ces gens qui négocient à Bruxelles aujourd'hui qu'à nouveau, ils ne négocient pas sur des dates, ils ne négocient pas sur des accords, ils négocient. On peut très bien, en fonction de ce qu'ils vont décider, on peut très bien calculer, faire une estimation de combien de cas de maladies chroniques on va avoir, même d'affectation de notre cerveau, de notre développement cognitif et intellectuel. L'autre network tactique dans laquelle on doit travailler, c'est les maires des villes ou les autorités locales. Ça, c'est fondamental et c'est pour ça que j'applaudis aussi, c'est ce qui est en train de faire aujourd'hui, qui pour moi est très importante, parce qu'ils sont les maires ou les responsables locaux, les présidents de métropole. Vous avez le contact avec la population et puis vous êtes capable de prendre des décisions dans plusieurs secteurs. Les transports, la mobilité, l'énergie. Je sais que beaucoup de décisions dépendent à niveau national, mais il y a quand même une opportunité énorme de travailler avec des multiples secteurs. Donc, on continue à travailler. Il va y avoir une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé en mai cette année, à nouveau sur les changements climatiques, la pollution de l'air et la santé. Il va voir l'Assemblée générale de la UNEP, de l'Agence des Nations Unies sur l'environnement, sur ces panels qui ont mentionné ça à la tribune de Le Monde hier. On continue sur les directives de l'OMS, les lignes guides, la qualité de l'air, les parlementaires, les maires, la population qui doit comprendre qu'on communique, qu'on parle de leur santé et que ça puisse les amener à avoir une influence sur leurs décisions quand ils vont aller voter. Et puis surtout, vous rappelez tous que s'il y a des gloires dans la prévention et que si on fait tout ça ensemble, si on met tous ces morceaux, si on se fait aider aussi par la communication d'une façon très forte, on va gagner. Et on va avoir un air qui va être respirable. Merci beaucoup à tous. Je réponds à votre interpellation, Madame Nera, pour vous dire pourquoi en France, le sujet de la santé publique n'est pas toujours à la une des médias. C'est souvent parce que les dirigeants de journaux ne sont pas des journalistes scientifiques, sont souvent des journalistes politiques, et que malheureusement les journalistes politiques ne sont pas formés ni aux questions d'environnement, ni aux questions de santé publique. Donc il y a peut-être aussi à imaginer la création d'un programme de formation des journalistes, et Dieu sait si nous en avons besoin.